par une nuit d'hiver à Cincinnati, Sylvia, enceinte, fut jetée du manoir de sa riche famille. 7 ans plus tard, elle est revenue. Il pensait qu'elle avait tout perdu. Bienvenue dans ce drame de vengeance, où les sous-estimés réécrivent leur destin. Bonjour, je m'appelle Sylvia. J'ai 29 years old. Mes parents ont rassemblé toute la famille élargie juste pour annoncer qu'ils me reneguaient parce que j'étais enceinte. Il n'y avait pas un seul mot de préoccupation, pas une once d'affection. Mon père se tenait sur les hautes marches de la villa, faisant teinter sa coupe de vin pour commander le silence. Puis pointa son doigt directement sur mon visage devant plus de 30 proches. Ils ont dit, tous nos enfants ont fait honneur à cette famille. Sauf Sylvia. Elle est enceinte sans mari. Nous ne voulons plus qu'elle porte ce nom. L'air devint mortellement silencieux. Tous les regards se fixèrent sur mon ventre de 6 mois comme sur une sale tache. J'ai regardé ma mère, espérant la plus faible protection. Mais elle a tourné le dos, faisant semblant d'ajuster son collier de perles pour sauver la face devant les invités. Ma sœur se tenait près de là, les bras croisés, m'observant avec un sourire narquois et méprisant. À ce moment-là, je n'ai pas pleuré, non pas parce que je ne souffrais pas, mais parce que j'ai réalisé que cet endroit n'avait jamais été ma maison. J'ai pris une grande inspiration, mes doigts frôlant le vieux collier en argent à mon cou. C'était le seul souvenir que grand-mère m'avait légué avec ces mots, quand tu n'as personne. Rappelle-toi que tu t'as encore toi-même. J'ai serré mon sac plus fort, j'ai gardé la tête haute. Je les ai regardés une dernière fois et je me suis retourné pour franchir ces lourdes portes de fer, sans prononcer un seul mot de supplication. Ils croyaient que c'était le giorno où j'avais tout perdu. Ils ne savaient pas. C'était le jour où ils m'avaient donné ma liberté. Abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous pour voir exactement comment je les ai fait le regretter. L'humidité de l'été s'était évanouie, remplacée par les vents glacials d'un hiver à Cincinnati qui semblait déterminé à geler la moelle de mes os. Je vivais dans un motel de bord de route à la périphérie de la ville. Un endroit où l'enseigne au néon clignotait de manière menaçante et où les murs étaient si minces que je pouvais entendre les toux des étrangers d'à côté. Mes économies s'étaient évaporées dès le premier mois. Pour survivre, j'ai cessé d'être Sylvia Sterling et je suis devenue simplement Sylvia. La femme qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Je ne me suis pas contenté de faire la vaisselle. J'ai lavé des toilettes dans des salles de bain de restaurants qui sentaient l'eau de javel et le regret. J'ai déplacé des caisses à l'arrière des épiceries jusqu'à ce que mon dos crie de douleur. J'ai déneigé des allées pour $5. Ignorant la façon dont la poignée glacée de la pelle me mordait les paumes. Mes mains, autrefois manucurées et douces, étaient maintenant rouges, gercées et fendillées, la peau se déchirant dans le froid sec. Chaque fois que je serrais le poing, du sang frais suintait de mes phalanges, tachant les vieux chiffons que j'utilisais pour les envelopper. Puis vint la nuit du blizzard. La neige tombait drue, ensevelissant la ville dans un silence blanc. Je me suis réveillé, non pas à cause du froid, mais à cause d'une douleur vive et déchirante dans le bas-ventre. C'était trop tôt. Ou peut-être avais-je perdu la notion du temps dans le flou de la survie. Je n'avais pas de voiture. Je n'avais pas de transport. Avec des doigts tremblants, j'ai composé le 911 sur le téléphone fixe du motel, priant pour que les lignes ne soient pas coupées. Le trajet en ambulance fut un flou de sirènes et de solitude. Lorsque l'on m'a poussé dans la salle de charité de l'hôpital universitaire, il n'y avait ni suite privée ni médecins attentionnés qui m'attendaient. J'ai été placé dans une grande salle ouverte séparée seulement par de minces rideaux. Entouré par les bruits des oubliés de la ville, les sans-abri, les non-assurés, les indigents. Nom du père, a demandé l'infirmière d'accueil, son stylo planchant sur le presse-papier. Les yeux fatigués et indifférents. Aucun. Ai-je craché à travers une contraction. Contact d'urgence. Famille. J'ai levé les yeux vers les lumières fluorescentes qui bourdonnaient au-dessus de ma tête.
ressentant une vague d'isolement si profonde qu'elle menaçait de me noyer là-dessus. Sur le brancard. Juste moi. C'est juste moi. Le travail fut long et brutal. Sans main à serrer, j'ai agrippé la rampe en métal du lit jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent. Je n'ai pas crié. Je ne voulais pas donner au monde la satisfaction de m'entendre craquer. Quand Léo est enfin arrivé, son cri fut la seule chose qui traversa le vacarme de la salle. Il était petit, terrifiant de fragilité, mais ses yeux étaient grands ouverts, sombres et perçants. On nous a autorisés à sortir 24 heures plus tard. La facture de l'hôpital, même subventionnée, représentait un chiffre ahurissant pour quelqu'un qui n'avait rien. Mais la réalité immédiate était pire. J'avais besoin de lait infantile, de couches et de chauffage. Je me tenais dans la chambre du motel en regardant Léo enveloppé dans une fine couverture d'hôpital. Il pleurait, un petit cri affamé qui me transperçait le cœur. J'ai vérifié mon portefeuille. 3 $. Pas assez pour une boîte de lait. Pas assez pour quoi que ce soit. La panique, froide et aiguë, est montée dans ma gorge. J'ai fouillé la chambre miteuse à la recherche de quelque chose, n'importe quoi de valeur. Il n'y avait rien. Juste mon vieux manteau et un sac de linge sale. Puis ma main a volé vers mon cou. Le collier en argent. Le collier de grand-mère. Je l'ai détaché. Le métal semblait lourd et chaud contre ma peau glacée. C'était le seul lien qui me restait avec une époque où j'étais aimé. C'était la seule chose qui prouvait que je venais de quelque part. Que je n'étais pas seulement une vagabonde dans un motel bon marché. Le vendre, c'était comme m'amputer d'un dernier membre. J'ai regardé le collier. Puis j'ai regardé Léo. Son visage se fronçait, devenant rouge alors qu'il s'apprêtait à crier de faim à nouveau. Le choix n'en était pas un. J'ai enroulé Léo contre ma poitrine et je suis sorti dans le vent mordant. Le prêteur sur gage était à 3 blocs de là. La cloche au-dessus de la porte a tinté lorsque je suis entré. L'odeur de fumée rance et de désespoir m'a frappé instantanément. Le courtier derrière la vitre m'a regardé, puis le bébé, ses yeux dépourvus de toute sympathie. J'ai fait glisser la chaîne en argent sur le comptoir. C'est de l'argent vintage. Fait main. Il l'a à peine regardé. 50 balles. Il vaut au moins 200, ai-je argumenté, la voix brisée. S'il vous plaît, mon fils a besoin de manger. 50. À prendre ou à laisser. J'ai regardé l'argent briller sous les lumières crues de la boutique. C'était mon passé. C'était ma dignité. Mais 50 $, c'était du lait infantile. 50 $, c'était de la chaleur. Prenez-le. Ai-je murmuré. Alors qu'il me tendait les billets froissés, quelque chose en moi a basculé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé le collier lorsqu'il a été balayé dans un tiroir. Je suis sorti de cette boutique, l'air froid frappant mon visage. Mais je ne me sentais plus faible. Je me sentais dangereuse. Je venais de sacrifier la seule chose qui me restait pour la seule personne qui comptait. La jeune fille qui avait été chassée du manoir était morte dans ce prêteur sur gage. La femme qui en était sortie était une mère qui brûlerait le monde entier avant de laisser son fils mourir de faim à nouveau. 2 ans sont suffisants pour oublier le son de son propre rire. Mais ce n'est pas assez de temps pour oublier qui l'on est né pour être. Ma vie s'était installée dans une routine rythmée et épuisante. Le jour, je dormais par de courts instants pendant que Léo, âgé de 2 ans, jouait tranquillement avec des jouets d'occasion dans notre petit sous-sol loué. La nuit, je devenais un fantôme, hantant les couloirs du monde des affaires de Cincinnati. J'étais femme de ménage pour l'équipe de nuit d'Empire Real Estate, l'une des entreprises les plus prestigieuses de la ville. C'était ironique. Avant le reniement, avant la grossesse, j'étais étudiante en droit de premier plan. J'avais passé des nuits à enfouir ma tête dans des manuels de droit des contrats et des biens immobiliers,
rêvant de devenir associé dans un cabinet exactement comme celui-ci. Maintenant, je vidais les corbeilles à papier de personnes qui étaient probablement moins qualifiées que moi. Je ne pouvais pas me payer de babysitter et les garderies de nuit étaient trop chères. J'ai donc pris un risque chaque nuit. J'ai emmené Léo avec moi. J'ai installé un lit de fortune pour lui dans le grand placard à balai ventilé du 40e étage, entouré de rouleaux de serviettes en papier et de produits de nettoyage. C'était un bon dormeur, un enfant calme, qui semblait comprendre que notre survie dépendait de son silence. Il était 2 heures du matin un mardi lorsque ma vie a basculé à nouveau. J'étais en train de passer l'aspirateur dans la suite exécutive appartenant à Constance Blackwood, la propriétaire légendaire et redoutée de l'entreprise. Son bureau était une mer chaotique de paperasse. Alors que je tendais le bras pour épousseter la surface en acajou, mes yeux ont accroché le titre en gras d'un document juridique, accord d'acquisition. Le projet West End. C'était un réflexe. Je n'aurais pas dû regarder, mais le jargon juridique m'appelait comme une chanson familière. J'ai arrêté de passer l'aspirateur. Je me suis penché, parcourant les paragraphes. Mes yeux se sont plissés. Enterré dans le sous-paragraphe concernant la responsabilité environnementale se trouvait une erreur fatale. La citation de zonage était obsolète. Si Constance signait cela, elle serait responsable de millions de frais de nettoyage qui n'étaient pas les siens à payer. J'ai regardé la ville endormie par la fenêtre, puis le porte-stylo. La partie rationnelle de moi hurlait de m'en aller. J'étais la bonne. J'étais invisible. Mais l'étudiante en droit en moi, la Sylvia qui avait été réduite au silence pendant 2 ans, ne pouvait pas laisser passer ça. J'ai attrapé un marqueur rouge sur son bureau. D'une main tremblante, j'ai encerclé la clause. Dessiné une flèche pointue dans la marge et écrit 2 mots, statut expiré. Puis j'ai remis le stylo en place, j'ai fini de nettoyer et j'ai prié pour ne pas être renvoyé. Le lendemain soir, je n'ai pas été autorisé à commencer mon service. Le gardien de sécurité à la réception m'a arrêté. Madame Blackwood veut vous voir maintenant. Mon estomac est tombé. J'ai ordonné au gardien de surveiller Léo dans le hall pendant 5 minutes. Mentant sur le fait que j'avais besoin de récupérer mon salaire, et j'ai pris l'ascenseur. Constance attendait. Elle avait 60 ans, élégante, avec des yeux qui pouvaient couper le verre. Le document était sur son bureau, l'encre rouge criant contre le papier blanc. « C'est vous qui avez fait ça ?» a-t-elle demandé. Sa voix dangereusement calme. « C'est moi », ai-je répondu, me tenant droite dans mon uniforme gris. Le code de zonage cité ici a changé en 2018. Le vendeur essaie de vous refiler les coups de remédiation. Constance m'a fixé pendant 1 minute longue et inconfortable. Elle ne m'a pas remercié. Elle n'a pas souri. Elle a ouvert un tiroir et a sorti une pile épaisse et désordonnée de dossiers de forclusion qui ressemblait à un cauchemar de paperasse. Je n'ai pas besoin d'une femme de ménage qui connaît la loi, a-t-elle dit froidement. J'ai besoin d'un atout. Cette pile est un fouillis de litiges de privilèges. Organisez-la. Résumé. Les risques. Vous avez jusqu'au matin. J'ai un service à finir. Ai-je dit. Oubliez les sols. A-t-elle aboyé. Réparer les dossiers. J'ai travaillé toute la nuit, stimulé par l'adrénaline et le café rassis. Je me suis contenté de les organiser. J'ai élaboré une stratégie pour chaque propriété. Quand Constance est arrivée à 7 heures du matin, la pile avait disparu. Remplacée par un unique résumé net de 3 pages. Elle l'a lu en silence. Puis elle a levé les yeux. Vous êtes gâché par un aspirateur. Sylvia. Mais je ne fais pas de charité. Vous commencez comme assistante en formation. Période. Probatoire au salaire minimum. Si vous survivez 3 mois, nous parlerez d'une carrière. J'ai survécu. J'ai prospéré.
3 mois plus tard, je ne portais plus d'uniforme. J'étais vêtu d'un simple blazer acheté dans une friperie, portant des dossiers à travers le hall en marbre du bâtiment Empire. J'étais officiellement analyste junior. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et mon cœur s'est arrêté. Debout là, tapant impatiemment du talon design contre le sol, se trouvait ma sœur Sabrina. Elle avait l'air chère, polie et totalement déplacée dans mon nouveau monde. Elle tenait une pochette en cuir, probablement en train de faire une course pour notre père, dont l'entreprise luttait pour gérer ses propres propriétés. Ses yeux se sont posés sur moi. D'abord, il y a eu de la confusion, puis de la reconnaissance, et enfin un ricanement. Sylvia, a-t-elle ri. Un son sec et aboyant. Elle m'a toisé de haut en bas, prenant note de mes chaussures bon marché et de la pile de papier dans mes bras. J'ai entendu dire que tu nettoyais des toilettes en ville. Est-ce qu'ils t'ont enfin laissé porter aussi les déchets en papier? Je travaille ici, Sabrina. Ai-je dit? Ma voix stable. Bien que mon pouce accéléra. Elle s'est approchée, envahissant mon espace personnel. Sentant le même parfum cher que ma mère portait. Elle a jeté un coup d'œil aux analyses complexes de forclusion dans ma main. Oh, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté, sa voix dégoulinant de venin. Ne fais pas semblant de lire ça. Nous savons tous que tu as abandonné tes études. Penses-tu vraiment que le cerveau d'une simple mère célibataire peut comprendre les contrats d'entreprise? Elle a pointé un doigt manucuré sur le dossier contre ma poitrine. Tiens-t'en au serpillage, chérie. C'est tout ce à quoi tu es bonne. Elle m'a dépassé d'un pas léger vers la réception, n'attendant pas de réponse. Je suis resté figé dans le hall. L'ancienne Sylvia aurait pleuré. La nouvelle Sylvia, celle qui avait survécu à l'hiver et impressionné Constance Blackwood, a simplement resserré sa prise sur les dossiers. Quelle rit, ai-je pensé, en regardant les portes de l'ascenseur se fermer sur son sourire narquois. Elle n'a aucune idée qu'elle vient de pénétrer dans la tanière du lion. 5 années ont coulé comme les courants de la rivière Ohio, implacable et puissante. Je n'étais plus l'assistante épuisée, volant des regards au dossier juridique. J'étais la fondatrice et PDG de Phoenix Holdings. Une société d'investissement boutique opérant depuis un bureau élégant aux parois de verre, surplombant la ville même qui avait autrefois tenté de me geler à mort. Ma réputation à Cincinnati s'était bâtie sur un principe simple et terrifiant. J'achetais ce que les autres avaient trop peur de toucher, et je le transformais en or. Mais aujourd'hui, en regardant le dossier sur mon bureau, je ne cherchais pas le profit. Je cherchais la justice. Es-tu sûr de ça, Sylvia? Mon avocat, David, un homme aux instincts affûtés et au costume plus coupant encore, m'a regardé avec une véritable inquiétude. Il a tapoté le dossier épais étiqueté portefeuille de dette de Sterling Manufacturing. La banque a classé ceci comme un actif toxique, a prévenu David. Ce n'est pas seulement une mauvaise dette, Sylvia. C'est de la fraude. Ton père n'a pas seulement perdu de l'argent. Il a falsifié les comptes. Il a gonflé la valeur des stocks pour garantir des prêts massifs auprès de la banque afin de couvrir les pertes de jeu de ton frère et ses propres projets ratés. Il a habillé Paul pour déshabiller Jacques pendant des années. J'ai pris le rapport d'audit. C'était pathétique, vraiment. Arthur Sterling, l'homme qui prêchait l'honneur et l'intégrité sur son Porsche, avait eu recours au plus vieux truc du livre. Falsifier les états financiers pour maintenir l'illusion de la richesse. Il avait tout hypothéqué, l'usine, la marque, et finalement le domaine familial à Indian Hill. Sur la base de mensonges. La banque l'a découvert le mois dernier lors d'un audit surprise, a poursuivi David. Ils paniquent. Ils veulent se débarrasser discrètement de tout le paquet de dettes pour éviter un scandale public avant la révision trimestrielle. Ils le vendent à 60 cents par dollar.
Mais cela nécessite une liquidité immédiate. Du liquide d'ici vendredi. Je savais ce que liquidité immédiate signifiait. Cela signifiait de l'argent que je n'avais pas sur mon compte d'exploitation. Mon capital était bloqué dans 3 autres projets de rénovation à Over the Rhine. Pour acheter cette dette. Pour détenir l'acte de la maison de mon père et le sort de son entreprise entre mes mains. Je devais liquider mes actifs personnels. J'ai fait pivoter ma chaise pour regarder la photo de Léo sur ma credenza. Il avait 7 ans maintenant. Assis sur les marches avant du bungalow modeste mais magnifique que j'avais acheté pour nous 3 ans auparavant. C'était notre sanctuaire. C'était le premier endroit où Léo avait eu sa propre chambre, le premier endroit qui semblait sûr. Je vends la maison. Ai-je dit? Ma voix à peine au-dessus d'un murmure. David a laissé tomber son stylo. Ta maison, Sylvia, c'est de la folie. C'est ton filet de sécurité. Si ça tourne mal. Si tu ne peux pas liquider les actifs de Sterling assez vite, toi et Léo, vous vous retrouverez à la rue à nouveau. Je ne fais pas ça pour les actifs? David. Je le fais pour le levier. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Je pouvais voir le reflet d'une femme qui avait autrefois vendu le collier de sa grand-mère pour acheter du lait. J'avais grimpé depuis le fond, brique par brique. J'avais construit une forteresse autour de moi et de mon fils. Maintenant, j'étais sur le point de démanteler les fondations de cette forteresse pour construire un canon. Mais le bungalow en vente, ai-je ordonné, me retournant vers lui. Commercialise-le comme une vente au comptant immédiate pour les investisseurs. Je vais emménager. Léo et moi dans un appartement de location temporaire au centre-ville. Nous gérons la paperasse pour l'acquisition de la dette sterling en même temps. C'est un pari all-in, a dit David en secouant la tête. Bien que j'aie vu une lueur d'admiration dans ses yeux. Tu risquerais ta maison pour posséder la leur. Non. Les jeux corrigés. Je risque un bâtiment. Ils ont risqué leurs âmes il y a des années. Je récupère juste l'addition. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de manœuvres à haut risque. J'ai signé l'acte de notre cher bungalow en faveur d'un promoteur d'une main tremblante. Ressentant un pincement de culpabilité alors que je rangeais les jouets de Léo dans des boîtes en carton. Je lui avais dit que nous partions pour une aventure urbaine dans un gratte-ciel. Masquant la réalité selon laquelle sa mère misait tout ce qu'elle possédait sur une stratégie de vengeance. Lorsque le virement bancaire a touché le compte de la banque vendredi après-midi, l'atmosphère de mon bureau a changé. L'air semblait plus lourd, chargé d'électricité statique. David a placé le document final devant moi. Ce n'était pas un plan de rénovation. C'était la cession d'hypothèque et de billets. À partir de ce moment, a dit doucement David. La banque est hors jeu. Tu es la seule créancière. Tu détiens l'hypothèque sur le domaine d'Indian. Tu détiens les privilèges sur le matériel de l'usine. Techniquement, Arthur Sterling vit dans ta maison. J'ai pris mon stylo. La même main qui avait autrefois craqué à cause du froid de l'hiver détenait maintenant le pouvoir d'expulser les gens qui m'avaient rejeté. J'ai signé mon nom, Sylvia Sterling, à l'encre noire. Les boucles étaient nettes, décisives. J'ai baissé les yeux sur la signature. Le pari était fait. Les jetons étaient sur la table. Et la maison des Sterling s'effondrait déjà. Ils ne savaient tout simplement pas que l'équipe de démolition venait dîner. L'encre sur les papiers d'acquisition était à peine sèche lorsque mon téléphone a sonné. C'était un mercredi soir, le genre de nuit calme et humide typique de la vallée de l'Ohio. J'étais dans notre appartement temporaire à regarder Léo finir ses devoirs lorsque l'écran s'est illuminé. L'identification de l'appelant affichait un numéro que je n'avais pas vu depuis 7 ans. Pourtant je le connaissais par cœur. Le téléphone fixe du domaine Sterling. Je l'ai fixé un long moment. La vibration bourdonnant contre la table en bois comme un avertissement.
Puis j'ai glissé vers le verre et mis le téléphone à mon oreille. Allô? Sylvia. La voix était immistakable. Haute, parfaitement modulée. Dégoulinant d'une douceur sucrée qui masquait à peine l'acier sous-jacent. C'était ma mère, Regina. Oh, Dieu merci. Tu as décroché. Je ne savais pas si tu pouvais te permettre un forfait téléphonique de nos jours. C'était une ouverture classique de Regina. Une salutation enveloppée dans une insulte. Bonjour, maman, ai-je dit, ma voix calme, ne trahissant rien de la tempête à l'intérieur de moi. À quoi dois-je ce plaisir? Eh bien, chérie, ton père et moi avons beaucoup prié ces derniers temps, a-t-elle soupiré. Un son théâtral. Nous réalisons que la vie est trop courte pour les rancunes. Ce samedi est notre 40e anniversaire de mariage. Ce sera une grande affaire. L'événement de la saison à Indian Hill. Nous voulons que tu viennes. Je me suis figé. Ils me veulent là-bas. Après 7 ans de silence. Puis est venue la transition. Mais écoute, Sylvia, son ton a baissé, devenant conspirateur. Nous sommes dans une situation délicate. Nous avons dû nous séparer de notre organisatrice. D'événements la semaine dernière. Elle était tout simplement incompétente. Du vol? En fait. Tu imagines? Donc? Nous sommes strictement en sous-effectif pour la coordination de la cuisine. Je me suis souvenu que tu étais si doué pour les tâches domestiques. Et j'ai entendu dire par le bouche à oreille que tu avais travaillé dans l'industrie des services pendant un certain temps. J'ai failli rire. Elle ne voulait pas d'une fille. Elle voulait un chef de restauration qu'elle n'avait pas à payer. Il n'avait pas renvoyé l'organisatrice pour vol. Il l'avait renvoyée parce qu'il ne pouvait pas signer le chèque. Tu veux que je gère la cuisine? Ai-je demandé. Juste pour superviser les serveurs. Chérie. S'assurer que le champagne coule et que les canapés sont chauds. Tu peux rester à l'arrière. Bien sûr. Pour ne pas te sentir mal à l'aise de te mêler aux invités. Tu sais à quel point ces gens peuvent être chic. Je ne voudrais pas que tu te sentes déplacé dans tes vêtements décontractés. Elle m'invitait dans ma maison d'enfance pour travailler comme une domestique. Je le ferai. Ai-je dit. Je m'assurerai que tout fonctionne parfaitement. Oh. Merveilleux. Tu nous sauves vraiment. Viens à l'entrée de service vers 16 heures. Ne sois pas en retard. Clic. Elle a raccroché sans demander de nouvelles de son petit-fils. Pas un mot sur Léo. J'ai posé le téléphone, un sourire froid touchant mes lèvres. L'entrée de service. Elle n'avait aucune idée que la femme qui franchirait cette porte posséderait la porte elle-même. 5 minutes plus tard, mon ordinateur portable a sonné avec une notification, un email. Objet confidentiel, demande immobilière de Sabrina Sterling à sterlinggroup.com. Je l'ai ouvert. Ma sœur Sabrina, celle qui s'était moquée de mon intelligence dans le hall d'Empire Real Estate. M'écrivait, mais elle n'avait pas mis nos parents en copie. C'était privé. Sylvia, j'écris ceci contre mon meilleur jugement. Mais j'ai entendu une rumeur selon laquelle tu travailles comme une sorte de courtier de bas étage. Maintenant. J'ai un petit terrain, le terrain du ruisseau que grand-mère m'a légué. J'ai besoin de le liquider immédiatement. J'ai des dépenses imprévues. Les cartes de crédit sont un cauchemar que tu ne comprendrais pas puisque tu n'en as pas. J'ai besoin de 20 000 $ en liquide d'ici lundi. Je sais que tu traites avec les charognards du marché, alors trouve-moi un acheteur. Ne le dis pas à maman et papa. Si tu réussis ça, je te donnerai une commission de 1%. Cela devrait couvrir ton loyer pour un mois. Fais-le, Sabrina. Je me suis adossé à ma chaise, lisant le désespoir entre les lignes arrogantes.
Les dépenses imprévues étaient probablement les dettes de son mari ou sa propre dépendance au shopping, essayant de combler le vide d'un mariage sans amour. Elle vendait son héritage dans le dos de nos parents. Supposant que j'étais assez désespéré pour me battre pour un reste de 1%. J'ai tapé une réponse instantanément. Sabrina, j'ai un acheteur prêt qui peut payer en liquide demain. Apporte l'acte à la fête samedi. Je m'occupe du reste. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le piège était tendu. Ils m'invitaient chez eux pour m'utiliser afin de cacher leur honte et d'exploiter mon travail. Ils voyaient une mère célibataire désespérée, une domestique, une petite arnaqueuse. Ils étaient aveuglés par leurs propres préjugés. Maman? Je me suis retourné. Léo se tenait là, tenant son blazer. Il avait l'air pointu, plus âgé que ses 7 ans. Il avait entendu l'appel téléphonique. Il avait vu l'expression sur mon visage. On va chez grand-mère, a-t-il demandé, sa voix hésitante. Elle va être méchante avec nous encore? Je me suis approché de lui et me suis agenouillé pour boutonner sa chemise. J'ai regardé dans ses yeux, des yeux qui avaient vu trop de luttes, trop d'hivers froids. Nous allons à la maison. Léo? Ai-je dit doucement. Mais pas pour rendre visite. Alors pourquoi? Je me suis levé et j'ai lissé les revers de sa veste. Mes mains fermes et fortes. Parce qu'ils pensent qu'ils ont convoqué une servante, ai-je dit. Ma voix se durcissant en acier. Mais ils ont convoqué le propriétaire. Aujourd'hui, nous ne allons pas à une fête. Léo. Nous allons exiger justice. Le gravier de l'allée circulaire a craqué sous les pneus de la berline de luxe noire alors que nous garions devant l'entrée principale du domaine Sterling. Il brillait d'une lumière dorée, la musique se déversant sur les pelouses manucurées d'Indian Hill. Avant que je n'ouvre la porte, David, mon avocat, s'est tourné depuis le siège avant. Il ne souriait pas. Son expression était professionnelle et grave. Sylvia. Il a baissé la voix en un murmure. Je viens d'obtenir la confirmation du registraire du comté. Le dépôt est passé ce matin à 9h. Le transfert de titre est complet. Tu es la propriétaire légendaire de cette propriété. C'est fait. J'ai hoché la tête, sentant un calme glacial s'installer en moi. Merci. David. Je suis sorti de la voiture, tendant la main à Léo. Nous n'étions pas habillés pour la cuisine. Je portais un costume crème sur mesure qui criait l'autorité. Et Léo avait l'air d'un héritier miniature dans son blazer noir. Nous avons gravi les marches en pierre, ignorant le chemin de service qui serpentait autour du côté. Au massif double porte en chêne, un gardien de sécurité embauché a hésité. Jetant un coup d'œil à sa liste d'invités. Mais avant qu'il ne puisse parler, les portes se sont grand ouvertes. Sabrina se tenait là, tenant une coupe de champagne. Ses yeux se sont écarquillés de choc, balayant ma tenue, puis celle de Léo. Puis l'assurance de ma mâchoire. Qu'est-ce que tu penses faire, a-t-elle hissé, s'avançant pour bloquer notre chemin. Maman t'a dit l'entrée de service. Et pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu as l'air ridicule. Va. En cuisine avant que quelqu'un ne te voie. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai même pas ralenti. Bouge. Sabrina. Ai-je dit? Ma voix basse mais portant le poids d'un ordre. Tu ne peux pas entrer ici. Je l'ai dépassé. Mon épaule frôlant la sienne avec assez de force pour la faire trébucher légèrement dans ses talons. Léo tenait fermement ma main, la tête haute, exactement comme je le lui avais enseigné. Nous sommes entrés directement dans la grande salle de bal. La pièce était une mer de smoking et de robes de designer. L'air sentait le parfum cher et l'hypocrisie. C'étaient les créanciers que mon père essayait de charmer.
Les investisseurs qu'il essayait d'escroquer une dernière fois. À l'avant de la pièce, sur une estrade surélevée, mon père, Arthur Sterling, se tenait sous un lustre en cristal. Il tenait un microphone, son visage rougi par la lueur rosée de l'alcool et de la tromperie. Derrière lui, un immense écran de projecteur affichait un diaporama de notre histoire familiale soigneusement épuré pour m'exclure. L'intégrité, a tonné Arthur, sa voix tremblant d'une émotion feinte. C'est la fondation de l'héritage Sterling. Pendant 40 ans. Regina et moi avons bâti cette famille et cette entreprise sur les piliers de l'honnêteté et de la confiance. Nous avons traversé des tempêtes. Mais nous restons debout parce que nous valorisons la loyauté par-dessus tout. La foule a applaudi poliment. Ma mère se tenait à ses côtés, rayonnant de ce sourire plastique pratiqué. J'ai lâché la main de Léo. Reste avec David. Elle chuchotait. J'ai marché dans l'allée centrale. Le cliquetis de mes talons sur le sol en marbre a transpercé les applaudissements. Les têtes se sont tournantes. Les chuchotements ont commencé. Une vague de confusion qui s'est propagée du fond de la pièce jusqu'à l'avant. Arthur m'a vu. Son sourire affaibli, tressautant au coin. Il pensait clairement que j'étais là pour faire une scène, peut-être pour mendier. Ou peut-être pensait-il que j'étais confuse quant à mon rôle de personnel de cuisine. Et ici, a balbutié Arthur en essayant de récupérer. Eh bien, la famille est toujours pleine de surprises. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre les marches de l'estrade. Je les ai montées, le son de mon ascension résonnant dans le silence soudain. Je n'ai pas regardé mon père. Je l'ai dépassé pour me rendre au pupitre où se trouvait l'ordinateur portable contrôlant la présentation. Sylvia, descend, a sifflé ma mère depuis le côté, son sourire figé dans la terreur. Tu nous fais honte. J'ai retiré le câble HDMI de leur ordinateur portable et l'ai branché sur mon téléphone. L'écran derrière nous a clignoté. Le diaporama de photos de famille souriante a disparu. À sa place, un document notarié de haute résolution est apparu. Il était projeté à 10 pieds de haut, impossible à manquer. Certificat de titre, auditeur du comté de Hamilton. Propriété, 1400 Indian Hill Boulevard. Propriétaire, Sylvia Sterling. Date, aujourd'hui. Une exclamation collective a traversé la pièce. C'était un son que je n'oublierai jamais. Le son d'un mensonge qui se brise. Arthur s'est retourné, fixant l'écran. Il a plissé les yeux, lisant les petits caractères. Son visage se vidant de toute couleur jusqu'à ce qu'il ressemble à un fantôme. La coupe de champagne dans sa main a tremblé violemment. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-il étouffé dans le microphone? Reprenant son souffle haletant. J'ai pris le microphone de sa main tremblante. Le Larsen a grésillé une fraction de seconde, puis a fait taire la pièce complètement. J'ai regardé la mère de visage, l'élite de Cincinnati. Les gens qui m'avaient rejeté 7 ans plus tôt sur la base de ces mensonges. Puis je me suis tourné pour regarder Arthur droit dans les yeux. Tu parlais justement d'intégrité, Arthur, ai-je dit, ma voix stable et amplifiée, remplissant chaque recoin du manoir. Tu as parlé d'héritage. Sylvia. Arrête. A-t-il chuchoté dans un plaidoyer désespéré. Tu as raison, ai-je continué en m'adressant à la foule, mais en gardant mes yeux sur lui. La famille est la chose la plus importante. Mais c'est dommage que tu l'aies soldé bon marché il y a 7 ans lorsque tu as jeté une fille enceinte dans la neige. J'ai fait un geste vers le document géant qui planait au-dessus de nous. Tu as falsifié les comptes. Arthur. Tu as escroqué ses investisseurs. Et quand la banque est venue recouvrer, elle a vendu ta dette à moi. Je ne suis pas venu ici pour servir des amuse-bouches. J'ai fait un pas en avant. Ma voix tombant dans un calme mortel. Je suis venu recouvrer
Cette maison est maintenant à moi. Le silence qui a suivi ma déclaration a été de courte durée. Il a été brisé non pas par des excuses, mais par le son de l'abandon. L'élite de Cincinnati, les gens que mon père avait passé toute une vie à essayer d'impressionner, ne s'est pas précipité sur l'estrade pour offrir son soutien. Au lieu de cela, ils ont tourné le dos. La pièce s'est remplie du bruissement étouffé de soie coûteuse et du cliquetis de talons sur le marbre alors que les invités se bousculaient vers les sorties, désireux de s'éloigner de la puanteur du scandale. En 2 minutes, la grande salle de bal était vide, à l'exception de la famille qui s'était détruite elle-même. C'est alors que la façade s'est enfin effondrée. Mon père, Arthur, qui s'était tenu si fièrement quelques instants plus tôt, s'est soudainement agrippé la poitrine. Son visage est devenu d'un gris cireux, et il s'est effondré lourdement contre le pupitre. Haletant pour respirer. « Arthur ! Oh mon Dieu, Arthur !» a hurlé ma mère, Regina. Son sang-froid plastique volant en éclats dans des sanglots hystériques. Elle s'est précipitée vers lui, éventant son visage avec une serviette. Je les ai observés du bas des marches. Il y a 7 ans, j'aurais peut-être couru vers lui. J'aurais peut-être paniqué. Maintenant, je me suis simplement tourné vers David. Appelle le 911, ai-je dit, ma voix dépourvue d'émotion. Dis-leur que c'est une suspicion d'événement cardiaque léger. Les secouristes peuvent s'en charger. Sylvia, a gémi Regina, en baissant les yeux vers moi, le rimel coulant sur ses joues. Comment peux-tu rester planté là? C'est ton père. Il est en train de mourir. Il ne meurt pas, maman, ai-je dit calmement, observant sa respiration. Il fait une crise de panique parce qu'il réalise que les conséquences de ses actes sont enfin arrivées. C'est du stress, pas une tragédie. Pendant que mes parents jouaient leur drame médical, la jeune génération s'est retournée les uns contre les autres. C'est de ta faute, a crié Sabrina, poussant violemment Preston dans la poitrine. Si tu n'avais pas gaspillé le capital d'exploitation, papa n'aurait pas eu à falsifier les comptes. Moi, a rugi Preston en retour, son visage rouge de rage. C'est toi qui as maxé les cartes de crédit de l'entreprise pour tes voyages d'affaires à Paris. Tu as drainé la liquidité aussi vite que moi. Arrêtez, a hurlé Regina, mais ils l'ont ignoré. Leur voix résonnant dans la pièce caverneuse comme des animaux sauvages se battant pour une carcasse. C'était un spectacle pathétique et laid. C'était l'honneur qu'ils avaient essayé de protéger. C'était l'héritage dont ils étaient si fiers. Ce n'était que cupidité et rejet de la faute. Je suis monté les marches une dernière fois, me faufilant entre eux. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. L'autorité de la propriété m'a conféré une présence qui les a fait taire instantanément. Assez. Ai-je dit. Ils se sont figés, me regardant, la sœur dont ils s'étaient moqués. La fille qu'ils avaient rejetée. Je ne m'intéresse pas à votre jeu de blâme, leur ai-je dit. Mon œil balayant chacun de leurs visages. Et je ne m'intéresse pas à vos excuses. Vous avez exactement 24 heures. Quoi? A balbutié Preston. 24 heures, ai-je répété en consultant ma montre. Demain à 21 heures. Les serrures seront changées. Tout ce qui restera à l'intérieur de cette maison sera considéré comme des biens abandonnés et sera transporté à la décharge. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Sylvia, s'il te plaît. Ma mère a agrippé mon bras, sa poignée désespérée. Où irons-nous? C'est notre maison. Nous sommes de la famille. J'ai doucement mais fermement retiré sa main de ma manche. Vous avez des jambes, ai-je dit? Faisant écho au sentiment qu'il m'avait montré des années auparavant. Et vous, vous avez l'un l'autre. N'est-ce pas ce qui compte? Quant à savoir où vous allez. J'entends dire que le motel 6 sur l'autoroute a des chambres libres.
C'est là que j'ai passé la nuit. Où Léo est né. J'ai tourné le dos. Je suis descendu. J'ai pris la main de Léo et je l'ai guidé vers la porte. Derrière nous, les lamentations ont recommencé, mais cela semblait distant. Comme le bruit d'une télévision dans une autre pièce. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Laissant la toxicité sceller derrière les lourdes portes en chêne. Nous sommes montés dans ma voiture. Le moteur a ronronné à la vie, noyant les derniers échos du domaine Sterling. Léo a bouclé sa ceinture de sécurité et m'a regardé. On a gagné. Maman? A-t-il demandé doucement. Je l'ai regardé. Mon garçon courageux. Gentil et résilient. Oui, Léo. J'ai souri en passant la voiture en marche avant. Nous avons gagné, parce que nous ne sommes pas comme eux. En descendant l'allée sinueuse, en regardant le manoir disparaître dans le rétroviseur. J'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis 7 ans. Je n'ai pas gardé la maison. Je n'ai pas emménagé, et je n'y ai certainement pas vécu. Pour moi, ce manoir n'était pas un prix. C'était un musée de mensonges. Une semaine plus tard. J'ai vendu le domaine d'Indian-il à un promoteur pour sa pleine valeur marchande. Mais je n'ai pas gardé l'argent non plus. J'ai pris chaque dollar de la vente, des millions d'entre eux, et j'ai fondé une organisation. Elle s'appelle la Bourse Silver Lining. Elle offre un logement complet. La scolarité et la garde d'enfants aux mères célibataires qui veulent terminer leur diplôme mais ont été forcés de choisir entre la survie et le rêve. Ma famille a tout perdu parce qu'elle pensait que le pouvoir venait du fait de rabaisser les gens. Elle avait tort. La meilleure vengeance n'est pas de brûler leur maison ou de s'accrocher à la haine. La meilleure vengeance est d'utiliser son succès pour construire un abri pour quelqu'un d'autre afin que personne n'ait jamais à se sentir aussi froid que moi cet hiver-là. C'est le seul héritage qui vaille la peine d'être laissé.